Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous demander si vous aviez déjà lu Les Confettis. C'est la revue papier indépendante, lancée par Perrine Bonafos, que j'ai reçue dans l'épisode 12 de Génération XX, que vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier. Les Confettis, c'est une revue entre le magazine et le livre. C'est 200 pages d'histoires de femmes, d'interviews, de décryptage et de très belles photos pour vous inspirer, autour de différents thèmes comme l'art, l'entreprise, le voyage ou la famille. Si vous appréciez Génération XX, je suis sûre que vous allez aimer prendre le temps de lire Les Confettis. Et c'est pour cela que pour vous, chères auditrices et auditeurs, une réduction de 30% vous est offerte pour toute commande d'une ou plusieurs revues, disponibles sur le site lesconfettis.com. Pour bénéficier de ces moins 30%, qui sont valables tout l'été, il vous suffira d'entrer le code Génération XX au moment de la commande. Je vous souhaite donc une bonne lecture, sur un transat si vous avez de la chance, et en parallèle, n'oubliez pas d'écouter l'épisode 12 pour découvrir les coulisses des Confettis et le parcours de sa fondatrice, Perrine. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous ma conversation avec Margot Derry. En 2011, Margot a fondé la société La Petite Étoile avec pour but d'accompagner les créateurs d'entreprises dans la rédaction de leur business plan. Et aujourd'hui, Margot est artiste peintre. Dans cet épisode, elle nous parle de sa vie d'avant, de pourquoi elle avait créé La Petite Étoile et de comment sa vision de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises a évolué au fil du temps. Elle nous raconte son évolution personnelle et les changements dans sa vie qui l'ont amenée, tout doucement, à se consacrer à l'art à plein temps. Avec Margot, on a beaucoup parlé de notre rapport au temps, de nos modes de vie, de métamorphose et de l'importance d'être indulgent avec soi. Margot m'a accueillie dans la galerie du 13 rue Réaumur, à Paris, où elle expose depuis plusieurs semaines. Et dans quelques jours, elle partira au Japon pour une résidence artistique de 2 mois. Avant de commencer l'enregistrement, Margot m'a parlé de plusieurs ressources et outils utiles pour celles et ceux qui souhaitent s'initier à l'art ou qui sont artistes. Je vous les ai répertoriés sur generationxx.fr, rubrique podcast. On était donc en train de parler tranquillement et puis à un moment, on s'est décidé à appuyer sur le bouton enregistrer. Je vous laisse donc prendre le fil de notre conversation. Margot venait tout juste de me dire qu'elle avait commencé les cours de peinture lors de sa première année d'études en fac d'éco. Bonne écoute! Et je me demandais, est-ce que tu as tout de suite aimé ça, la peinture ? Je crois, si je me souviens bien, que la réponse est oui. Je crois que j'ai aimé surtout, même au tout début, quand tu sais pas du tout peindre et que c'est atroce ce que tu fais. Je sais qu'un des premiers exercices, c'était de faire un citron et que ça ne marchait pas du tout. Tu vois, c'est un bon exercice parce que t'as un jeu sur la texture, sur la forme, sur la couleur, tout ça. Mais je crois que je me disais, c'est génial d'être dans un autre monde, quoi, de sortir du réel, de pas être trop dans le pragmatisme, tout ça, c'est quelque chose qui j'ai le sentiment tout de suite plu. Après, j'avais une grand-mère qui faisait de la sculpture, enfin qui fait toujours de la sculpture, et j'ai passé beaucoup de temps enfant avec elle dans son atelier, à toucher la terre, tout ça, donc j'avais déjà un ressenti, je pense, spécifique par rapport à la matière ou à des choses artistiques. Et donc, ce que tu me disais, c'est que tu as commencé pendant tes études. Est-ce que tu t'es posé la question de t'y consacrer ? Alors non. En fait, moi, j'ai grandi à Paris, dans le 17e arrondissement, dans un quartier très privilégié où les gens allaient soit, si je dois vraiment voir ça de manière un peu synthétique, aller soit vers des études de médecin, soit l'école de commerce et éventuellement le droit. Je crois que dans mon entourage, à l'époque, en tout cas les gens que je fréquentais, il y avait personne qui faisait une école d'art. Donc ça, parfois, je suis assez étonnée de moi-même, en fait, de pas avoir eu... de pas être allé un peu plus loin que ça, mais je crois que je savais pas que ça existait, très sincèrement. Tu disais qu'on pouvait en vivre ou pas ? Alors ça, je me pose jamais ce genre de questions. Non, non. Je crois qu'en tout cas à l'adolescence ou à ce moment-là, mes choix de vie n'étaient pas liés à ce genre de questions.
Parce que j'ai l'impression que pour les métiers artistiques, c'est la question que beaucoup de gens se posent et ils font une distinction entre un métier qui rapporte de l'argent et une passion qui finalement reste une passion parce qu'on pourrait pas en vivre. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est des questions que je me suis posées beaucoup plus tard, pas au moment de l'adolescence, du bac, etc. Ouais. Mais effectivement, beaucoup plus tard, ces questions se sont posées à moi. Et quand j'ai senti, en fait, je suis tombée amoureuse tout doucement de la peinture. Ça n'a pas été un coup de foudre. D'accord. Ça a été, c'est pas mal, ça me permet de faire autre chose. C'est un truc très créatif. Et je pense d'ailleurs que la partie créative va peut-être dans quelques années remplacer le yoga pour certaines personnes. Parce que moi, je le voyais vraiment comme ça, comme une activité créative qui me permettait de m'échapper d'une certaine réalité. Et petit à petit, voilà, je suis vraiment tombée de plus en plus amoureuse de la peinture. Et il y a un moment, il y a quelques années maintenant, où la question a commencé à se poser. J'ai un autre métier à côté, j'ai une autre vie. Est-ce que cette vie-là est une voie qui va me permettre de gagner ma vie avec? Et donc l'autre vie dont tu parles maintenant, assez rapidement finalement à 25 ans, c'est ça? Tu as lancé La Petite Étoile. Ouais. Donc en fait, ce que tu proposais, c'était de conseiller les entrepreneurs sur le business plan. Donc tu les aidais à faire leur business plan. Et ça a été quelques années après une expérience professionnelle dans le milieu du conseil. Et à ce moment-là, pourquoi tu t'es lancé? C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Autant aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et à l'époque, c'était peut-être moins le cas. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer? Alors donc moi, je me suis lancée, je crois même j'avais 22, je crois, ou 20. Ah oui, donc beaucoup plus tôt que ça encore. Plus jeune, 2010, j'ai commencé à... Maintenant, j'avais 21, à réfléchir au projet. Bon, c'est toujours très complexe de répondre bien à ces questions parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de peut-être donner quelques clés de lecture. Moi, j'avais 2 parents entrepreneurs. Mon père est médecin, mais a été dans l'entrepreneuriat. Ma mère était dans l'immobilier commercial. Donc, j'ai grandi quand même dans une famille où l'entrepreneuriat avait une très grande place. Quand je voyais mes parents bosser, je disais toujours, mais jamais j'aurai votre vie. C'est terrible. Je trouvais ça atroce. Parce qu'ils travaillaient trop? Ouais, ils travaillaient trop. Ils parlaient que de ça. Je me rappelle les dîners. On parlait des salariés, de trucs. Je connaissais la vie de tous les salariés. Je savais même pas qui j'étais. Moi, je savais tout. Donc bref, je trouvais ça atroce. Je sais pas comment j'y suis allée. Voilà. Premier paradoxe. Et après, j'ai fait des études. J'ai suivi la masse. Comme je te disais, dans mon quartier, tout ça. Les gens faisaient ça. J'ai fait ça. J'avais un ami qui m'a dit, viens, on va aller à Dauphine, ça va être génial. J'ai à peine réfléchi. J'ai dit, ok, on y va. Donc en fait, naturellement, à force de suivre la masse, je me suis retrouvée à faire du conseil en stratégie. J'ai fait 10 mois en conseil en stratégie. Il y avait des choses géniales, bien sûr. Le fait d'avoir un salaire super élevé quand on est tout jeune, le fait de bosser sur plein de projets, le fait de bosser avec des gens aussi très variés du monde entier, parler l'anglais. J'ai bossé à Londres, Paris, Berlin, tout ça. Et après, il y avait des choses atroces pour moi. Je dis bien pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, de bosser comme une acharnée jour et nuit, d'être contente parce qu'on avait la bouffe gratos au bureau si on bossait tard le soir, d'avoir un salaire qui tombait mais de pas pouvoir en profiter. Très rapidement, en fait, au bout de 10 mois, je me suis dit, ça c'est peut-être pas pour moi. Moi, le prestige ou l'argent, c'est pas peut-être la chose que je valorise le plus par rapport à ce que peut m'apporter ce métier. Est-ce que je peux pas aller faire autre chose? Et donc, en utilisant ma formation, mon éducation familiale et mon envie aussi quand même d'être dans le conseil, d'accompagner des gens sur leurs projets, je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose à faire en aidant des entrepreneurs à lancer leurs projets. Donc c'est 2010-2011, le tout début de la mode de l'entrepreneuriat entre guillemets. Oui, parce qu'en fait, j'allais dire, en soi, des entrepreneurs, des gens qui ont des commerces, des restaurants, ça fait des années qu'ils sont entrepreneurs. C'est vrai que la mode dont on parle, c'est celle du start-upper qui vient de la Silicon Valley, tout c'est cet entrepreneuriat qui est devenu à la mode en fait. La mode dont je parle, c'est même pas ça, c'est la mode de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. C'est le fait qu'il y ait des structures qui existent, qui s'appellent des incubateurs, des accélérateurs, qui ont accompagné les gens à monter leurs projets. C'est encore une autre mode. Mais en effet, d'ailleurs, moi, mes premiers clients, ça avait été une jeune fille qui montait une marque de textile, la deuxième, c'était un restaurateur. Enfin, j'avais commencé avec des projets comme ça. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet de lever des fonds et que des gens étaient prêts à payer pour de l'accompagnement si derrière ils savaient qu'ils allaient pouvoir avoir plus de sous. Et en fait, assez naturellement, rapidement, j'ai commencé à accompagner quasiment que des gens dans l'entrepreneuriat numérique. Donc voilà, ça c'était ma vie d'avant la peinture.
Et quand tu regardes en arrière, quel regard tu portes sur ce début de carrière, donc sur tes jeunes années? C'était génial d'avoir à la vingtaine, d'accompagner des gens dans leurs rêves, parce que moi c'est ça qui me plaisait. J'avais le sentiment aussi que j'étais utile à ma petite échelle, ce qui n'est pas le cas parfois quand on fait du conseil dans des grosses boîtes ou qu'est-ce qu'on va réussir seul à aider une grosse boîte, on sait pas trop. Donc j'avais un vrai sentiment d'utilité. Je pense qu'il y a certains projets sur lesquels j'ai eu un impact. En totalité, j'ai accompagné plus de 300 projets pendant à peu près 5 ans. Donc, je dirais plus des 3/4 ont disparu. Mais c'est pas la finalité. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est l'expérience de vie que ça a apporté à certaines de ces personnes-là. Parce qu'un projet disparaît pas forcément pour des mauvaises raisons. Il y en a plein des raisons sur lesquelles on se dit, finalement, l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi, ou cette boîte-là, c'était pas la bonne, etc. Mais voilà, de côtoyer toutes ces énergies très positives, ça m'a donné beaucoup d'énergie à moi-même, beaucoup d'espoir et plein de belles rencontres. Et après, il y a eu un moment où j'ai eu envie où je commence à avoir envie de vraiment autre chose. Est-ce qu'au tout début, tu as eu un problème de légitimité? Oui, bien sûr. Non, bien sûr. J'ai eu un problème de légitimité. Ce que j'ai essayé de faire à ce moment-là, c'était d'aller vers des gens qui avaient plus de légitimité que moi. Donc notamment quand j'ai commencé les premières startups que j'ai accompagnées pour la recherche de financement, j'ai fait un partenariat avec un leveur de fonds qui avait déjà une notoriété établie. J'ai fait un partenariat à l'époque avec Cap Digital aussi pour avoir aussi leur renom. Donc c'est des structures qui accompagnent déjà les entreprises et toi tu les aidais sur la partie business plan. Ouais, et moi j'étais partenaire avec eux, donc ça me permettait d'avoir mes premiers clients. Et après au fur et à mesure, une fois que ça fait 1 an et demi, que t'accompagnes les gens, que t'as quelques références, ça va. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez étonnant, je trouve, parfois dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'en 2-3 ans, on devient expert d'un sujet. Et donc moi, ça y est, en 1 an et demi, les gens disaient, le business plan, appelez Margot. Mais en fait, ça faisait que 1 an et demi que je faisais ça. Donc maintenant, ça me fait toujours un petit peu rire, même quand je vois d'autres amis entrepreneurs qui se lancent et qui en 3-4 mois deviennent experts sur la cosmétique de je ne sais quoi. Mais ça se passe comme ça. Donc voilà. Après le diplôme, malheureusement, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, mais il faut le dire, le diplôme a aidé. Le fait que j'ai fait Dauphiné le SCP, ça a été une grande porte d'entrée parce que les gens sont un peu cons et parfois se disent si elle a fait Dauphiné le SCP, c'est qu'elle est sérieuse. Donc ça aussi, mine de rien, ça a été une aide bien plus grande que ce que j'ai imaginé. Et très souvent, je l'entendais parfois dans des discussions. Non, mais t'inquiète pas, elle a fait une bonne école, t'inquiète pas. Donc c'est des choses qui me plaisent pas. Et malheureusement, j'ai appris à en jouer aussi, quoi. Et d'ailleurs, on en parlait un peu avant de commencer à enregistrer. C'est vrai qu'il y a des dérives, je sais pas si c'est le bon terme, mais une fois donc que cet entrepreneuriat a commencé à devenir à la mode, c'est vrai que beaucoup de gens se sont lancés, qu'on a fait confiance, et notamment d'ailleurs dans les levées de fonds par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ok, le projet est assez jeune, mais il est porté par des gens qui ont fait telle ou telle école, donc on leur donne de l'argent. Ouais. Toi, du coup, t'as vu ça, en fait, t'as vu cette évolution et qui était pas forcément toujours très saine, en fait. Ouais, je pense que effectivement c'est ce dont on se parlait ensemble, c'est que je pense que moi-même j'ai été assez naïve dans l'encouragement que j'ai pu donner à certaines personnes. Peut-être par mon jeune âge, peut-être parce que moi-même j'ai été prise dans une spirale de l'entrepreneuriat c'est génial. J'ai eu mes premières années où j'ai poussé avec beaucoup de parfois trop de prise de recul, certaines personnes à se lancer dans des projets. J'ai des souvenirs comme ça de certaines personnes qui avaient une famille, qui avaient un salaire qui était stable, puis que j'ai encouragé parfois à laisser tomber un job pour se mettre au chômage, pour monter leur boîte, en disant que c'était génial, qu'ils allaient y arriver, que c'était ce qu'il fallait faire, et j'ai eu pas mal d'encouragement là-dessus. Et puis petit à petit aussi, je suis enseignante vacataire à l'ESCP depuis 2012. Donc l'ESCP, c'est une école de commerce à Paris. Et j'ai vu aussi beaucoup de changements chez les étudiants. Même moi, quand je suis sortie de l'école, par rapport à aujourd'hui, j'en parle même pas, mais j'ai vu aussi de 2012 à aujourd'hui, dans ces 6 dernières années, à quel point en fait les étudiants parfois allaient vers l'entrepreneuriat, non plus parce que c'était des choses qui leur avaient été inculquées dans une forme d'éducation ou que c'était des choses qui correspondaient à leur caractère, mais parce qu'en fait, ils entendent partout autour d'eux, même dans les grands médias aujourd'hui, comme les médias télé, que l'entrepreneuriat c'est génial, qu'il y a des concours d'entrepreneurs, qu'il y a telle femme qui a réussi, qu'il y a eu telle sortie de tel projet incroyable qui a marché, etc. Donc maintenant, je fais très attention. Moi-même étant en phase de transition aujourd'hui vers des métiers plus artistiques, constatant le temps que ça m'a pris et finalement la difficulté que j'ai toujours un petit peu à vraiment initier ce changement de vie, je fais beaucoup plus attention dans la manière d'encourager les gens sur l'entrepreneuriat.
Je sais pas comment toi tu le ressens aussi au quotidien par le podcast et tout. Oui, complètement. En fait, c'est exactement ce dont on parlait. Du coup, les gens vont se dire qu'on avait toute une conversation juste avant. Mais non, mais c'est ce qu'on disait en fait. C'est vrai que, bien sûr, dans le podcast, on met en avant des femmes qui sont entrepreneurs, mais j'insiste toujours sur le fait que c'est de l'entrepreneur déjà au sens très large. Et ce qui m'intéresse, c'est le parcours, c'est l'état d'esprit, c'est parfois les changements de vie qui sont opérés. Et l'idée, effectivement, c'est que chacun y pioche ce qu'il a à prendre, mais le message n'est pas du tout de tout le monde doit se lancer, tout le monde doit abandonner son job et se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai que toi, du coup, tu as beaucoup vu ça. Bah oui, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça se simplifie par créer sa boîte. Exactement. Et là, je trouve qu'il y a une grosse erreur et qu'il y a un gros danger. Tout le monde n'est pas du tout fait pour créer sa boîte. Créer sa boîte, je pense qu'il faut avoir un goût de l'aventure qui est énorme. Il faut aimer le vide. Il faut avoir du mal à respirer et l'accepter. Il faut se casser la gueule et réussir à se relever le lendemain. Il faut réussir à séduire l'autre en permanence. Et c'est pas du tout des qualités que tout le monde a. Certaines personnes ont d'autres qualités qui sont formidables aussi. C'est ça que j'allais dire. En fait, il faut pas tomber dans le discours où je peux pas être entrepreneur parce que je suis pas assez bon. Non, pas du tout. Bien sûr que non. C'est qu'il y a certaines, j'aurais même pas envie de dire qualité en fait, c'est caractéristiques du caractère, voilà, qui font que potentiellement demain on peut être entrepreneur. Et il y a des... À nouveau au sens de créer sa boîte. Oui, tu as raison, pardon. Au sens de créer sa boîte. On va expliquer tous les termes. Faut être très précise. Non, mais c'est important. Ouais, c'est très important. C'est important. Et parfois, j'ai vu même dans mon entourage très proche des gens qui étaient très heureux en tant qu'entrepreneurs dans une entreprise, qui étaient tout à fait heureux, qui étaient ravis d'avoir un salaire qui était fixe, d'avoir un projet de carrière, d'avoir des collègues au bureau avec qui se marraient aussi le matin, et qui en fait ont été poussés par finalement ce qu'ils voyaient autour d'eux, d'avoir des potes qui lancent leur boîte et qui plaquent tout, et qui sont très malheureux. En devenant entrepreneur. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai une amie qui me disait, mais en fait Margot, moi je suis beaucoup trop flemmarde pour être entrepreneur. Comment tu fais toi pour te lever le matin et te dire allez, aujourd'hui je défonce tout? Parce que moi, si j'ai pas quelqu'un derrière qui me pousse, ça vient pas naturellement. Je préfère aller me balader, aller à une terrasse de café et glander. Et oui, et en fait, effectivement, elle a d'autres caractéristiques de son caractère qui fait qu'elle était une superbe salariée, qui a été hyper épanouie là-dedans et qu'elle va pas forcément s'épanouir en se battant chaque jour pour monter sa boîte et en se prenant des portes dans la figure. Donc voilà. Et de l'autre côté, il y a quelques temps aussi, j'ai eu un ami qui était entrepreneur, qui a bossé d'arrache-pied pendant 3-4 ans sur son projet. Et le jour où il est devenu salarié d'une boîte, pareil, il m'a dit, mais Margot, c'est génial. Je fais du 9h-19h, j'ai des super relations avec mes collègues, on me fait confiance, j'ai un boulot qui est intéressant, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, j'ai des congés payés, des RTT. Quand je sors du boulot, c'est fini. Et en fait, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on m'a menti sur ce que c'était de monter une boîte, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est un discours que je peux trouver parfois dangereux, sur le fait de pousser tout le monde à monter sa boîte. Et il y a une autre chose aussi, un autre point que je pense qui est crucial, c'est qu'on oublie aussi que pour monter sa boîte, il faut être très bon gestionnaire. Et ça aussi, il y a quelque chose qui me marque tout le temps et que moi-même je fais, c'est que analyser la rentabilité de mes projets, je le fais en général à la fin de l'année avec l'expert comptable, quand on clôture les comptes, que c'est le mois de février-mars et qu'il faut tout mettre à plat et qu'on sait qu'en mois de mai-juin, il faut envoyer les comptes. Et là, on regarde si la boîte a été rentable. Et en fait, c'est une très grande erreur et je pense qu'on a été aussi beaucoup poussé par ce mode de fonctionnement dernièrement avec les levées de fonds où la rentabilité, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est la croissance. Où en fait, la plupart où c'est très dur de gérer la rentabilité d'un projet, de savoir comment gagner de l'argent avec, payer les gens, s'assurer que le loyer aussi va rentrer dans les charges comme il faut, etc. Et en fait, être bon gestionnaire d'entreprise, c'est aussi une caractéristique qu'il faut avoir parce que normalement, si on veut gérer un projet et s'assurer de sa pérennité, il faut suivre la rentabilité quasiment au mois le mois maximum. Certains diront au jour le jour, mais on va dire au mois le mois, et pas attendre la fin de l'année pour gérer un projet. Et combien de fois j'ai eu des gens qui sont venus me voir et je leur dis mais ton projet il marche, ton projet il est rentable. Ils savaient même pas ce que c'était la rentabilité en fait. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut porter en soi, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, mais
créer son projet, en tout cas, c'est un discours que là j'ai essayé d'avoir dernièrement, de prendre un peu plus de recul par rapport à la beauté de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est énormément de risques, c'est beaucoup de fatigue et c'est beaucoup de stress aussi. Oui, mais il y a aussi une valorisation du stress, de la fatigue, de travailler énormément. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que les gens le disent que monter sa boîte, c'est fatigant, mais il y a une espèce de valorisation comme si tu étais une super personne parce que tu travailles énormément. Tu vois, t'as des bouquins comme Rework ou autres qui te disent c'est génial, structurez votre vie au maximum. Le matin, tu te lèves à 5h50, à 6h t'es au sport, à 6h30 t'as fini ta séance, t'es dans la douche de 6h30 à 6h45, à 7h t'es sur le chemin, peut-être éventuellement tu t'arrêtes à acheter un petit déj, mais peut-être que t'auras pas le temps. À 8h30 t'as ta première réunion, tu te fais une petite pause de 30 minutes et tout ça avec beaucoup d'anglicisme. Et il y a des gens à qui ça va, en fait, ce genre de vie-là, ce genre de structuration-là. Et il y a des gens pour qui c'est un cauchemar. Bien sûr. Et heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. Et malheureusement aussi, pour être entrepreneur et pour y arriver, pour monter un projet et le porter, il y a un équilibre à trouver. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de vivre comme ça, quoi. Et moi, je le respecte et je l'accompagne. J'y crois aussi énormément. Donc, cette transformation aussi de la productivité, de la machine qu'il faut être pour monter un projet, je pense que ça a relativisé aussi grandement. Mais je pense vraiment qu'il y a un côté... c'est un certain type, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un certain type d'entrepreneuriat qui est mis en avant comme ça par les médias. Parce que, à nouveau, tu le disais par exemple, tu dis mes parents sont entrepreneurs, ton père est médecin. Ouais. Alors que oui, être en libéral, tu es entrepreneur, tu as des salariés, tu as un local. Exactement. Ouais. Et donc je pense qu'en fait, là où le travers se fait, c'est sur un certain type d'entrepreneurs qu'on glorifie, mais à côté de ça, il y a énormément d'entrepreneurs qu'on ne voit pas dans les médias, en une des magazines, et qui n'ont pas de routine matinale, et qui n'ont pas fait de levée de fonds, et qui arrivent très bien, et qui se sont peut-être d'ailleurs jamais posé la question de est-ce que j'ai telle ou telle caractéristique. Enfin, donc c'est en fait là, je pense, où il faut faire attention, c'est vraiment sur qu'est-ce qu'on met dans le mot entrepreneur en fait. C'est pas forcément le start-upper tech qui va lever 100 millions, quoi. Bien sûr, c'est ça qui est super dans ton podcast aussi. Non, mais c'est vrai, c'est d'avoir différents parcours, d'avoir aussi, comme tu dis, des médecins qui sont interviewés, et j'espère peut-être encore plus des gens de l'entreprise, bien peut-être. Bien sûr. Parce que spoiler, tu viens de spoiler. Voilà. C'est une proposition. Non, mais c'est carrément dans le plan, Tu vois, de sortir de ce truc-là et d'arrêter aussi cette tarification de certaines personnes. Certaines personnes-là qui arrivent très bien sont pas forcément des gens qui sont aussi très heureux, et il y a plein de parcours de vie, et je pense qu'il faut être aussi très indulgent avec soi-même et faire attention dans ce qu'on voit de l'entrepreneuriat, et s'il y a des choses qui nous conviennent pas, accepter un autre chemin, quoi. Et toi, du coup, tu l'as vécu comment, tout ça? De quoi? Le côté fatigue, le rythme, est-ce que du coup tu trouvais que ça te correspondait? Est-ce que ça correspondait à ce que tu avais envie d'être, à ce que tu étais? C'est encore c'est dur parfois de bien s'analyser, mais j'ai cru. Il y a eu un moment sincèrement où j'ai cru que c'était pour moi, parce que je suis une grosse bosseuse, et donc je me suis dit comme je suis une bosseuse, ça va être pour moi. Et j'ai eu des années comme ça, pas très longues au final, ça a duré je pense 3 ans, tu vois, 2012, 2013, 2014, où je pense que j'ai bossé comme une acharnée. J'enseignais à l'ESCP, j'ai lancé un bouquin avec Madinès qui s'appelle Backpack, qui est une sorte de guide du routard de l'entrepreneur. Donc il y a des entrepreneurs avec des outils à lancer leurs projets. J'avais ma boîte entre guillemets de conseil, la Petite Étoile. J'allais au sport parfois jusqu'à 22h, comme la salle fermait à 23h. J'allais prendre des cafés avec des gens pour bosser sur des projets dès 7h du matin. J'ai fait tout ça, et je crois que j'ai une tendance à être influencée par mon entourage et l'extérieur. Je crois que j'ai été influencée parce qu'autour de moi les gens vivaient comme ça, parce qu'autour de moi les gens embauchaient, les gens développaient leurs projets, et j'ai suivi. Je suis une suiveuse, quoi. J'ai suivi le truc, j'ai dit ça marche, je vais embaucher quelqu'un d'autre. Et il y a eu un moment où j'ai eu une toute petite entreprise, on était 4 personnes, et où en fait c'était trop pour moi. Rien que ça, c'était trop pour moi, d'être en perpétuelle course. C'était trop. Alors, les gens qui me connaissent bien disent mais non, c'est ta personnalité, t'es toujours débordée, tu cours partout, tu machin.
en fait, j'ai pas l'impression, et je crois que c'est l'attrait que j'ai eu aussi pour la pratique artistique, est venu de ça, de ce truc de se dire, j'ai peut-être trop suivi le moule, et finalement, ce que j'aime, c'est être plus apaisé, c'est pouvoir, comme là je l'ai fait cette dernière année, me lever le matin tranquillement, pas regarder l'heure qu'il est, pas mettre de réveil, prendre le temps, traîner un peu chez moi s'il le faut, et aller à l'atelier, bosser tranquille, mettre un bon podcast, mettre de la musique, passer un peu de temps à lire quelque chose, parce qu'en fait tout ça, quand t'es artiste aussi, toutes ces choses-là participent au développement de ta pratique. Et c'est vrai que je suis allée vers une pratique plus artistique, ou quasiment que artistique aujourd'hui, parce que aussi le mode de vie de l'entrepreneur qui a une boîte, qui a des salariés, me convenait pas, et je me suis dit, en fait, peut-être qu'avec une pratique artistique plus indépendante, plus solitaire, je peux aussi avoir de grandes ambitions, sans pour autant avoir besoin de faire une boîte qui a 100 personnes pour me dire que j'ai réussi quelque chose. Donc j'ai beaucoup reconsidéré ce truc-là de la réussite, et j'ai réussi, je pense, à sortir un peu d'une pression sociale, j'espère, où je me disais, il faut faire comme tous mes potes qui ont une boîte, et quoi, toi, t'as combien de... Souvent, on me demandait, d'ailleurs, j'ai un ami, d'ailleurs, s'il écoute, il rigolera, mais j'avais rencontré quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, il me disait, ah, ça va Margot, alors la petite étoile, ça marche bien, t'as combien de salariés? Et c'était la première question. C'était le critère. Ouais, et c'était le critère, quoi. Et moi, je dis, mais attends, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais t'es un taré, on s'en fout du nombre de salariés. Mais en vrai, je m'en foutais pas tant que ça. Donc voilà, je pense qu'il y a Comment t'as fait pour faire tout ce travail? Et ça a été long en plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Il y a 3 ans que t'as commencé à avoir ces réflexions. J'ai eu un gros chagrin. J'ai eu un gros deuil, un gros chagrin, et parfois la souffrance en fait te ramène à l'essentiel, ou en tout cas ce que tu peux faire pour tenir debout. Et en fait, j'ai plus le choix, en fait, tout simplement. J'ai plus le choix. Il y a un moment où je pouvais plus aller au bureau, où j'ai donné, entre guillemets, les clés de ma boîte à un ami, et je lui ai dit, est-ce que tu peux gérer pour moi pendant quelques mois? Et bien sûr, il a pas pu, parce qu'une boîte, ça se gère pas par quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai dit, en fait, je vais pas y arriver. Donc, j'ai pas de chômage, je suis entrepreneur. J'ai pas beaucoup de sous de côté. Je vais peut-être licencier mon équipe gentiment, et reprendre un peu de temps, et réfléchir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, mais malgré ça, malgré l'immense chagrin, malgré la souffrance, tout ça, je m'étais dit, je me donne 1 an en fait pour tout remettre en place, et tu vois, j'en suis à bientôt 4 ans. Donc tout ça est très long, c'est pour ça que je dis souvent autour de moi, il faut être indulgent avec soi-même, il faut pas se dire, ce projet-là, ça fait déjà 2 ans que je suis dessus, 2 ans dans une vie c'est rien, et un projet parfois c'est même 10 ans pour que ça ressemble à quelque chose. Et voilà, et petit à petit en fait la souffrance fait que t'as plus envie d'être avec plein de monde. Moi j'avais besoin d'être assez seule, j'avais besoin de la fuite, donc de voyager, de partir, parfois de pas bosser du tout, j'ai bidouillé en fait entre guillemets pour il y a une forme de survie pour survivre. Et après je me suis dit maintenant que je porte cette souffrance en moi, je porte cette nouvelle histoire en moi, qu'est-ce qui fait que je serais heureuse dans cette nouvelle partie de moi aussi qui m'accompagne. Et petit à petit, le fait de peindre, en fait la peinture c'est vraiment l'accès à une autre dimension qui est beaucoup plus, qui est moins ancrée comme on disait tout à l'heure, mais qui est moins ancrée dans le réel, qui te permet de partir ailleurs, très loin. Tu t'échappes de toi-même. Ça c'était très très agréable. La solitude de l'atelier aussi, c'est très réconfortant. Après j'ai encore des limites avec tout ça parce que la pratique artistique c'est très égocentré. Est-ce que c'est assez utile? Est-ce que créer de l'émotion pour les gens ça suffit? Parfois je me dis que non. Donc, mais j'ai confiance dans le fait que si on travaille beaucoup, si on apprend à s'écouter, si on se laisse aussi être faible, parce que en fait j'ai essayé de rester dans cette faiblesse et de pas me battre en me disant tant pis, j'ai plus la force, tant pis, je vais aller motiver ma boîte, je vais aller motiver mon équipe et tout, mais en se laissant aller dans une sorte de faiblesse, on s'écoute peut-être mieux, et je me dis si je travaille bien, peut-être que ce qui me manque un peu aujourd'hui, qui est le fait de me sentir un peu trop égocentrée dans ma pratique et de pas être assez utile, ça viendra. Rien qu'il y a 2 jours, il y a un ami qui m'a envoyé un email en me disant on a un projet d'exposer dans un hôpital des œuvres d'artistes, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Voilà, ça c'est des choses qui pour moi font plus de sens que juste vendre des travaux à des collectionneurs ou autres, et je me dis que si je continue de travailler, ça sera des genres de projets qui pourront compléter aussi un besoin par rapport à ça. Tu disais, donc j'ai eu un chagrin, tu disais qu'il y a des moments où tu pouvais plus aller au bureau le matin. Ouais. Donc tu sentais que c'était une souffrance, et tu penses que t'as mis du temps à t'en rendre compte? Est-ce qu'en fait ça fait plus longtemps que 3 ans ou... Non, parce que j'ai vécu un choc. Enfin, quand je dis un chagrin, c'est que j'ai vécu un deuil. Donc un deuil,
Voilà, ça te claque à la gueule comme ça, tu te lèves le matin, tout va bien, et c'est ce qui m'est arrivé, et 3 heures après, ta vie est bouleversée. Donc c'est vraiment ce deuil-là qui a... c'est ce deuil-là qui a fait que j'arrivais plus à aller au boulot le matin. Avant ça, moi-même, parfois, je m'étonnais de l'énergie immense que j'avais. Et enfin, il faut ça. Si tu veux motiver une équipe, si tu veux gérer un projet, si tu veux gérer le stress du chiffre d'affaires, de penser à tes charges, de voir comment aller trouver des nouveaux clients, il faut que tu aies en toi une énergie inouïe. Mais vraiment inouïe. Et en fait, il y a un jour où s'il arrive dans ta vie, et c'est aussi une raison d'arrêter un projet entrepreneurial, s'il arrive un jour dans ta vie que tu as une énorme souffrance, ou tu peux faire le choix de combattre et d'être encore un battant, ou tu peux baisser les bras. Et moi, j'ai le sentiment que je me suis battue en fait pour ce projet depuis 3-4 ans, j'ai bossé comme une acharnée, et si enfin je m'accordais de laisser tomber et voir ce qui se passe. Et comme je te dis, je m'étais dit, pendant 1 an, je laisse tomber. Et donc voilà, j'ai voyagé, j'ai bossé le minimum juste pour avoir un minimum de sous qui rentrent. J'ai plus répondu à des mails, ça c'était aussi un truc que je m'autorisais pas. Des fois je répondais plus, mais les gens savaient que j'avais une excuse pour ne plus répondre. Et je me suis plus écoutée en fait que ce que j'ai pu faire avant. Et du coup, ça te permet de relativiser sur plein de choses, j'imagine. Par exemple, sur l'urgence dans laquelle t'es tout le temps quand t'es une boîte, tu disais répondre à mes mails. C'est vrai que parfois on a l'impression que si on répond pas dans la journée, c'est que ça y est, on n'est pas... En fait, c'est une vraie métamorphose, je pense, qu'on peut avoir dans la vie. Alors, ça peut être un gros chagrin, mais ça peut être des gros bonheurs aussi. Il faut pas croire que ça aussi, attention... Il faut pas croire qu'il faut souffrir énormément pour changer ou se retrouver ou aller vers autre chose. Il y a un superbe texte de Nietzsche. Alors je déteste citer Nietzsche parce que c'est très dangereux de citer Nietzsche, mais dans Ainsi parlait Zarathustra, il y a une très belle fable sur les métamorphoses de l'esprit. Je sais pas si tu connais ce passage. Et en fait, il raconte qu'au début, l'esprit c'est un chameau, donc tu portes vraiment toute ta souffrance, toutes tes difficultés. Petit à petit, l'esprit, le chameau se transforme en lion. C'est le moment en fait où tu apprends à dire je suis, je veux, où tu deviens libre. Et puis en fait, la 3e métamorphose. Et la 3e métamorphose, c'est celle qui te ramène à l'enfance. La 3e métamorphose, c'est celle qui te ramène en fait justement à le goût de l'autre, le goût de la prise de risque, le goût de l'imaginaire, le goût du rêve, le goût de la fantaisie, tout ça. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, en fait, que petit à petit, dans la vie, c'est ce vers quoi il faudrait essayer d'aller. Et Nietzsche, d'ailleurs, dans le début de sa vie, était pasteur, etc. Et il dit qu'il a appris toute sa vie à être un enfant. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de trouver en soi, c'est un moment porter sa souffrance et puis réussir petit à petit à s'en détacher et aller vers l'émerveillement, aller vers le rire, aller vers le jeu, parce que l'enfance, la pureté de l'enfance, c'est le jeu. Donc c'est ce chemin que j'ai l'impression d'essayer de faire, et parfois il faut un gros chagrin si on n'est pas... Moi j'étais pas quelqu'un qui à 17 ans savait exactement ce que je voulais faire. J'ai suivi des gens, j'ai suivi des modes, j'ai suivi ce qu'on me disait de faire, et il y a eu cette forme de révélation qui permet d'aller, je pense, vers autre chose. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas 20 000 autres vies après. J'espère, je souhaite qu'il y a 20 000 autres vies après. Et donc là, tu citais par exemple Nietzsche. Il y a d'autres lectures qui t'aident justement dans ce chemin, ou des personnes que tu rencontres, ou des œuvres, des artistes, je sais pas. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce cheminement que tu fais? Ouais, énormément. Alors, je suis très mauvaise dans le name dropping de livres et tout, mais ouais, énormément. Ce qui est très stimulant, je pense, c'est le parcours des autres. J'ai lu beaucoup de biographies d'artistes, alors beaucoup de femmes, beaucoup d'histoires de vie en fait. J'ai eu 2-3 années où j'ai fait beaucoup ça. Après, j'ai eu 2-3 années où j'ai lu plutôt de bouquins sur le développement personnel, tout ce genre de choses aussi. Mais oui, l'inspiration, quand on a une personnalité justement à suivre, à écouter, à se laisser porter. L'inspiration vient beaucoup de la lecture ou du visuel ou d'expériences qu'on te raconte, ouais. On en avait discuté une fois aussi, tu me disais que même si là t'as parlé bien sûr du côté contemplatif, tu t'autorises de t'ennuyer, de réfléchir, de t'inspirer, néanmoins il reste un côté très pratique quand on est artiste, c'est que il faut être exposé dans les bonnes galeries, il faut faire connaître son travail, il faut imposer son nom. Il y a quand même tout un travail, même si après ce qu'on se disait aussi, c'est que chaque artiste définit ce qu'est le succès ou non. Il y en a pour qui ça va être d'être connu, d'autres pas. Toi, comment t'appréhendes cette partie-là très pratique de ce métier d'artiste?
Pour l'instant, j'essaye de pas avoir trop de stratégie et de vision. En fait, je te mets la pression depuis tout à l'heure avec mes questions. Bon, Non, Margot, en c'est fait, quoi ton plan, en fait? Pas du tout. En fait, c'est génial quand t'as pas de plan. Non, en fait, mon plan, c'est de travailler. Voilà. D'accord. Mon plan aujourd'hui, c'est de travailler. Je pense que le travail est la seule chose qui ne ment pas. Et il faut pas être trop impatient. Certaines personnes te diront aussi, voilà, j'ai déjà 30 ans, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Travail. Donc, je pense que l'artiste qui travaille, qui est dans le faire, qui a aussi cette capacité, bien sûr, d'accepter les opportunités, de les écouter, de les transformer. Ça, c'est aussi quelque chose, bien sûr, qui est important. Les choses se font. C'est pas impossible du tout aujourd'hui, d'être épanoui avec son métier artistique. Comme tu dis, il y a plein de manières de le faire. Certaines personnes vont avoir une vision plus commerciale que d'autres. Certaines personnes vont avoir une vision très fermée par rapport à l'aspect commercial parce qu'ils ont peut-être l'opportunité à côté d'avoir d'autres revenus et tant mieux pour eux. Voilà, il y a plusieurs chemins. Je pense que le bon chemin, c'est de travailler, c'est d'être dans une constance aussi dans le travail. Tu vois, normalement, il faudrait peindre quasiment tous les jours, même 5 minutes, pour entretenir aussi sa main. Ça, c'est quelque chose que, moi, je fais pas assez. Là, avec les expositions qu'il y a à la galerie, j'ai quasiment pas touché un pinceau depuis 2 semaines, 3 semaines. Ça, c'est pas le travail. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est pas grave aussi. Il faut aussi être indulgent, je pense. C'est comme, on n'est pas obligé d'aller 4 fois par semaine au sport. S'il y a 1 mois, tu vois, je suis pas allée au sport depuis 1 mois, et tant pis, j'irai plus le mois prochain. Mais voilà, il faut faire, il faut travailler, et il y a des très belles histoires de vie d'artistes. Après, ce que je trouve chouette, en tout cas dans le parcours, ou en tout cas ce que m'a appris mon parcours d'avant, c'est d'avoir une envie de collaborer aussi avec d'autres gens. Ça, parfois, certains artistes ont un peu une pratique que je juge parce que c'est du jugement, un peu solitaire. Moi, j'ai très envie dans ma pratique de bosser avec des personnes sans que ça soit donc des salariés comme une structure classique d'entreprise, mais de faire des collaborations avec des artisans. Cette année, j'ai fait une collaboration avec un artisan en Afrique du Sud pour de la broderie, avec une femme aussi qui fait de la céramique pour certaines pièces. J'essaye, les gens que j'ai rencontrés depuis 1 an ou 2 dans le milieu artistique, de leur proposer de faire des choses ensemble. Quand il y a eu l'exposition à la galerie, j'ai invité tous les gens qui accompagnent des artistes à proposer quelque chose aussi lors de l'exposition. Enfin, voilà, moi, je sais que j'ai envie qu'il y ait de la collaboration sans pour autant que ça prenne une apparence de structure de boîte. Mais voilà, il faut faire et il faut accueillir les opportunités et essayer de les transformer. Mais il y a quand même un côté entrepreneurial, business qui revient, toi, dans ta vision de... Ouais, alors le business, j'aime plus trop ce mot. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce mot. Ouais, c'est clair. Je sais. Non. Oui, t'es obligé, parce que si on reprend l'exemple de cette galerie, t'as une galerie. Alors moi, j'ai eu la chance qu'on m'a offert ce lieu pendant 3 semaines, mais potentiellement ça te coûte des choses. Et rien que même si j'avais la galerie de préparer les expositions, d'encadrer les œuvres, tout ça, c'est déjà quelques milliers d'euros. Il y a un moment, effectivement, il faut réussir à trouver des sous pour payer tout ça. Donc, bien évidemment, t'as un aspect business, bien évidemment, c'est important de faire les bons choix, de trouver les bons partenaires avec qui tu travailles, etc. Donc, bien évidemment, tu dois avoir de la réflexion. Après, mon message, c'est aussi de dire, les choses viennent à soi. Quand on travaille dur et qu'on est sérieux dans sa pratique et qu'on est sérieux dans son... Voilà, il faut se faire confiance et il faut pas forcément tout le temps, même si j'ai beaucoup encouragé les gens à le faire avant, se fixer des objectifs délirants. Ça vient petit à petit si on travaille et si on a conscience. Et de toute façon, quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire quand on a une vie à payer en fonction du lieu où on habite, du loyer qu'on a, il y a bien un moment, il faut payer les factures. Donc, il y a bien un moment, on passe par le fait de vendre. Je sais pas si c'est ça que tu voulais comme genre de réponse ou... C'est ta réponse, donc c'est elle trop me perché, va. là, ça y est, je suis devenue... Pas du tout. Non, justement, c'est hyper intéressant parce que ce dont j'ai l'impression, c'est que avec ce chemin que ça fait, j'ai pas envie de dire reconversion parce que c'est toujours toi, c'était toi il y a 10 ans et c'est toi aujourd'hui, mais en tout cas, ces différents changements que tu fais, ces métamorphoses, si on veut reprendre Nietzsche. J'ai l'impression que tu as redéfini beaucoup de notions, en fait. Ta définition de l'argent, du temps, du rapport au temps, de la réussite. Est-ce que tu as l'impression que tu as effectivement redéfini ces notions? Alors après, c'est vraiment très spécifique à une histoire personnelle, mais la chose que j'ai toujours valorisée, c'est pour ça que le conseil, le salaire, c'est pas quelque chose qui m'a attirée. La chose que j'ai toujours valorisée, c'est le temps. Le temps pour soi, le temps à donner aux autres, le temps, et c'est quelque chose, pour moi, a toujours été une valeur clé.
Donc ça n'a pas vraiment changé. Je fais toujours très attention à ça, la manière, par exemple, si je vois qu'il y a une période où je travaille beaucoup trop, je vais me dire là, ce week-end, je vais prendre du temps, je vais partir à la campagne, je vais me ressourcer, je vais pas me laisser prendre dans cette machine infernale. Donc voilà, le temps, ça a toujours été quelque chose d'important. Ou voilà, l'argent. C'est très dur d'en parler parce que l'argent c'est très proche, c'est très propre à ton éducation. J'ai grandi dans une famille où il y avait de l'argent et où l'argent en fait n'a pas forcément été à chaque fois synonyme de bonheur. Donc moi j'ai jamais eu un besoin, du fait d'une histoire très personnelle, de gagner beaucoup de sous. Et même, c'est pour ça que le conseil ne m'a pas attiré très longtemps. Je pense que j'ai besoin bien sûr c'est dur de parler de ça, mais j'ai besoin d'un minimum. Tu vois, je suis quand même quelqu'un de dépensière entre guillemets, mais mon objectif dans la vie, c'est pas d'avoir beaucoup de sous parce que j'ai grandi dans une famille où il y avait des sous et où à un moment il y a eu moins de sous et j'ai vu que ça changeait pas grand chose aussi. Donc j'ai pas tant changé que ça sur ces valeurs. Par contre, là où ça a beaucoup changé, c'est le rythme de vie. Le rythme de vie, d'aller chercher un rythme de vie beaucoup plus apaisé, beaucoup moins dans la course, beaucoup moins dans cet agenda surorganisé. Tu vois, hier tu m'as écrit dans l'après-midi, est-ce que finalement on peut se voir l'après-midi plutôt que le matin? C'était une joie pour moi de te dire oui, parce qu'en fait aujourd'hui j'avais pas 10 000 trucs dans mon agenda. Et ça c'est quelque chose, tu m'avais écrit ça il y a 2 ans. Oh là là, elle veut décaler à l'après-midi. Comment je veux faire? J'ai déjà 4 rendez-vous dans l'après-midi. Est-ce que je peux pas décaler ça? Non. Ouais. Voilà, ouais. C'est ce rapport, je pense au rythme de vie qui est très différent. Le fait là de me dire, je vais partir au Japon 2 mois et je vais passer 1 mois seule à bosser parce que là j'ai passé 3 mois effrénée à Paris à faire plein de choses et tout. Ça, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus important. Prendre du temps pour la lecture, pour la balade, pour parfois des gens qui travaillent énormément te disent mais oh là là, je me suis arrêtée au café le matin et j'ai rien fait, j'ai pris un café, j'ai lu le journal. Ça c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien aujourd'hui et qui doit absolument faire partie de ce quotidien-là. Donc c'est plus c'est pas tant le temps entre guillemets la valeur temps ou la valeur argent qui a changé, c'est plus un rythme de vie et parfois pareil, certains de mes amis diront non mais Margot elle est toujours à faire 20 000 trucs, c'est pas vrai, etc. Mais en fait c'est aussi parce que parfois j'accorde aussi beaucoup de temps mort où je m'engage pas dans certaines choses avec d'autres personnes et je laisse un moment planant pour moi pour rien faire. Comment ton rapport à l'art et à ce que c'est d'être un artiste, il a évolué au fil du temps et à mesure que tu perfectionnais ta pratique et que tu avais de plus en plus d'expérience? Alors c'est une question que j'aime bien parce que j'étais très naïve sur ce que c'était d'être artiste quand j'avais pas compris que ça pouvait être une vie. J'ai longtemps cru qu'en fait être artiste c'était et d'ailleurs beaucoup de gens pensent ça quand ils me demandent ce que c'est ma vie aujourd'hui. J'ai longtemps cru que c'était se lever le matin, se mettre devant une toile de coton ou de lin, sortir son essence de térébenthine, ses pinceaux et peindre toute la journée. Et j'ai mis très longtemps à comprendre en fait que la vie d'artiste c'était beaucoup plus que ça. Rien que sur le médium, tu peux aller vers un infini de possibles. C'est-à-dire que même quand des gens disent je suis artiste peintre, ça veut pas dire qu'ils peignent uniquement sur une toile de coton ou de lin, ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir une pratique sur du bois, qu'ils peuvent avoir une pratique sur du papier, qu'ils peuvent décider de peindre sur des minéraux, qu'ils peuvent aller sur les plantes, qu'ils peuvent faire de la vidéo, enfin il y a un infini aussi de possibles dans la pratique artistique qui, quand tu as le goût de l'aventure, est fabuleux. Marina Abramovic, dans sa biographie, donc qui est une artiste contemporaine qui fait de la performance, dit, je sais plus exactement quels sont ses mots, mais elle dit l'attrait de l'artistique, c'est le goût de l'aventure, c'est une expérience qui est joyeuse, qui est riche et je crois qui est infinie. Et ça, c'est très plaisant en fait quand tu as une personnalité qui aime faire beaucoup de choses, de se dire que l'art c'est une multitude de possibles. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois quand j'ai une sorte de vision, qui est plus là une vision abstraite qu'une vision stratégique. Mais je me dis, c'est génial, peut-être que dans 10 ans, je pourrais bosser sur du tissu, je pourrais faire... Voilà, et donc il y a quelque chose comme ça de très plaisant déjà dans la pratique. Et après, le quotidien d'un artiste, ce n'est pas que la pratique. Le quotidien d'un artiste, et ce qui, moi, m'enchante totalement aujourd'hui, c'est potentiellement de l'engagement,
vis-à-vis des sujets que l'artiste a envie de défendre, que ça soit sur des sujets très personnels comme l'intimité ou des sujets très engagés, féministes ou politiques, variés. Donc c'est de l'engagement. C'est aussi beaucoup de balades artistiques, c'est aller se nourrir en permanence, retourner dans les musées principaux des villes où on voyage, c'est aller à des vernissages pour voir aussi ce qui se fait dans la création contemporaine aujourd'hui. C'est ça. C'est aussi ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de soi. Ça paraît très banal à dire, mais l'art, en tout cas, m'a permis de m'attarder plus longuement, même dans un univers très urbain comme Paris, sur rien qu'une sensibilité à la couleur. En fait, ça t'éveille. Alors là, c'est un texte de Rodin aussi qui est très beau sur l'art, qui te dit que pour l'artiste, tout est beau dans la nature. Et le parcours d'un artiste, c'est ça aussi, je pense. C'est ouvrir les yeux et son cœur aussi, bien sûr, mais c'est un rapport au quotidien aussi, à une forme d'émerveillement qui est totalement fabuleuse. C'est aussi, je pense... C'est aussi, ça passe aussi beaucoup par l'inspiration musicale. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui irriguent la pratique artistique. Il y a aussi ensuite tout le côté relationnel, tous les gens avec qui tu travailles. Même ça va de l'encadreur qui encadre tes œuvres à la personne avec qui tu vas bosser, je sais pas, sur un projet de sérigraphie ou faire des collaborations avec d'autres personnes, des artisans. Et t'as aussi bien sûr tout un côté de gestion d'une boîte, parce que t'as une structure, alors t'as plusieurs types de structures, mais t'es ou une entreprise individuelle ou t'es même une SARL, donc t'as toute une partie de gestion, et enfin toute une partie plus commerciale où t'as une gestion avec des collectionneurs, t'as tout ça. Donc en fait, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement enrichissant et c'est extrêmement doux et féerique, c'est très poétique. Moi, mon rêve, c'est de vivre dans les premières pages de l'écume des jours de Boris Vian, tu vois. C'est ce truc totalement poétique, féerique, romanesque. Et en fait, quand tu rentres un peu dans ce monde artistique et que tu t'y plonges totalement, t'as cette capacité d'être... Parfois, j'ai un peu le sentiment d'être dans une autre dimension, dans un autre réel. Et ça, c'est ça la merveille, en fait, de ce chemin de l'artiste. Donc, il y a ce côté échappé à... Ouais, on est beaucoup trop ancré, je pense, à notre époque. On est beaucoup trop pragmatique. Et d'ailleurs, échapper, ça a un côté positif. C'est comme si et même tout à l'heure, tu parlais de fuite. Ça pourrait être positif, alors qu'en fait, la façon dont tu le dis, c'est plutôt aller dans un autre monde. C'est pas forcément... C'est pas l'éloge de la fuite au sens pur. Mais exactement. C'est s'accorder, je pense, une forme de fantaisie qu'on porte tous en nous. Une forme de folie qu'on a tous, qu'on voit parfois chez les autres uniquement avec de l'alcool ou même pour certains ils n'y arrivent qu'avec de la drogue, c'est pour dire, et qui existe en fait dans chacun de nous, et qu'on étouffe beaucoup trop, je pense, dans le monde actuel. Et en fait parfois c'est dommage en fait qu'on ait besoin de l'alcool ou de la drogue ou d'autres choses, je sais pas quoi d'autre d'ailleurs, mais pour en fait laisser vivre la fantaisie qu'on a tous au sein de nous. Et il y a certaines villes qui l'ont compris, où c'est beaucoup plus possible de le faire, mais en tout cas c'est extrêmement rare, et c'est ça l'attrait de la pratique artistique, c'est que ça t'ouvre un univers personnel beaucoup plus riche, beaucoup plus foisonnant et beaucoup plus délirant que ce que t'apporte la vie au quotidien. C'est ça, en tout cas, enfin voilà, le message aussi que je voudrais faire passer par rapport à ça, c'est éveillez-vous à ça, et il y a plein de merveilleuses choses dans autre chose que ce truc que là on appelle beaucoup en ce moment avec la femme qui a toute la pression sociale de la charge mentale. Ouais, la charge mentale. Voilà, c'est le meilleur moyen de sortir de cette charge mentale. Je pense, c'est la pratique artistique, et c'est pour ça que je pense que la prochaine étape pour les amateurs, après le yoga, j'ai l'impression, en tout cas, que peut-être demain, on laissera à l'individu plus de place pour faire sortir cette folie intrinsèque qu'on a par une pratique artistique notamment. Et justement, ça me permet de lier avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de monter sa boîte qui nécessite certaines facettes de caractère, certaines compétences ou caractéristiques. On disait, du coup, tu penses que c'est pas la même chose pour l'art ? Et qu'on a tous en soi quelque chose à révéler par la pratique. Ouais, je pense qu'on
Ça veut pas dire que tout le monde a vocation à être artiste, encore une fois, à temps plein ou quoi. Je pense que... Mais s'autoriser peut-être à le faire. Ouais, je pense qu'on s'autorise, voilà. Je pense que parfois, on s'autorise pas assez certaines folies qu'on porte et qu'on étouffe. Et que quand on a une nouvelle chose en soi qui s'ouvre et qui peut être aidée par la pratique artistique ou par d'autres choses, certaines pratiques sportives aussi te permettent d'accéder à une autre forme de l'inconscient, bah, ça nous permet d'être plus proche de soi et d'être plus en accord aussi avec certaines folies qu'on peut porter. Pour terminer, tu m'avais déjà recommandé des revues artistique. Ah oui. Est-ce que tu veux en partager certaines? Alors des revues artistiques. Ça serait pour les lecteurs pour de l'inspiration. Alors il y a l'équipe de Pablo qui fait des très belles choses. C'est des éditions d'artistes qui sont très chouettes où en fait ils présentent des artistes tous les 2-3 mois à peu près. Donc là où il y a des choses intéressantes dessus. Il y a le magazine Encore, mais tu connais Encore aussi de Marie Ouvrard aussi, qui est très chouette et qui donne, je trouve, un bel élan et de plus en plus j'ai l'impression qu'elle présente des profils aussi artistiques un petit peu différents. Alors vraiment dans le milieu de l'art, t'as Le Châssis, qui est un magazine qui présente des artistes, qui est gratuit, qui se retrouve souvent dans les vernissages. T'en as beaucoup d'autres, mais il y en avait un qui était posé sur la table. Ouais, voilà. En fait, Profane, bien sûr, Profane. Mes amis de Profane. C'est celui-là que Charlotte. Ouais, oui. Profane, qui a fait un article notamment sur mon parcours dans le dernier numéro. Donc Profane, qui est un article super pour les amateurs, pour leur donner envie aussi ils éclairent en fait les pratiques des amateurs. Donc il y a une superbe revue, magnifique design. J'aime beaucoup cette revue. Et en fait, à la rentrée également, on va sortir avec Delphine Toutain, qui est une fille avec qui je travaille depuis 1 an et demi, le backpack pour les artistes. Donc backpack, c'est un projet qu'on a apporté avec Madinès depuis 2014, qui est une sorte de guide du routard de l'entrepreneur. C'est ce dont tu parlais. Voilà. Et à la rentrée, on sort la même version pour les artistes, qui va faire 200 pages, où notamment dessus, il y aura quelques pages sur les revues, mais beaucoup d'autres choses. Et l'envie avec cet ouvrage, c'est d'aider l'artiste à l'accompagner dans sa professionnalisation pour développer un parcours d'artiste. Donc ça, j'espère que je pourrais vous donner des nouvelles aussi là-dessus. À la rentrée. Génial. À ton retour du Japon, du coup. À mon retour du Japon. Génial. Ouais. Merci beaucoup, Margot. Merci et merci à vous tous pour l'écoute de ce podcast. À très vite. Au revoir. Merci infiniment à Margot pour sa confiance et son accueil. Pour découvrir son travail, rendez-vous sur margotderry.com. Margot M-A-R-G-A-U-X et Derry D-E-R-H-Y. Et sur Instagram et Facebook. Je vous ai mis tous les liens de ses réseaux sociaux et de ses recommandations sur generationxx.fr, rubrique podcast. Ensuite, vous cliquez sur Margot Derry. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à nous suivre sur Instagram @generationxx. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.